Pharmacologie, nous allons commencer par donner quelques généralités. En fait, d'un point de vue étymologique, le mot pharmacologie vient du grec pharmakon, qui désigne tout simplement le médicament. Et cette pharmacologie, elle étudie les effets des produits biologiquement actifs sur l'organisme et l'effet la réaction de l'organisme vis-à-vis de ce même médicament. C'est la science des médicaments, la science en fait des drogues, entre guillemets. C'est quoi une drogue? Une drogue, c'est au sens large toute substance chimique biologiquement active. Cette pharmacologie se subdivise en plusieurs spécialités. D'abord, la pharmacodynamie, la pharmacocinétique, la pharmacologie clinique, l'étude en fait des différentes familles ou classes thérapeutiques médicamenteuses et également les essais, la réalisation des essais thérapeutiques et expérimentaux. C'est quoi un médicament? En général, un médicament, c'est toute substance ou composition qui est présentée comme possédant des propriétés soit curatives ou préventives à l'égard des maladies, soit humaines ou animales, et même en vue d'établir un diagnostic médical ou de restaurer, corriger ou modifier les fonctions organiques. Les médicaments peuvent être classés en 3 catégories. On a soit des médicaments officinaux qu'on trouve sur les étagères des officines, sont des médicaments bien sûr qui sont décrits, leurs caractéristiques sont décrites dans un livre qu'on appelle la pharmacopée européenne. On a aussi également des médicaments magistraux. Ces médicaments magistraux, il s'agit de médicaments qui sont destinés à un seul malade. La composition de ce médicament magistral, il est indiqué, il est prescrit par un médecin et on le trouve sur une autre ordonnance, rédigée sur une ordonnance que le pharmacien doit préparer extemporanément avant même l'utilisation, juste avant l'utilisation par le malade. On a également des préparations hospitalières. Les préparations hospitalières, elles correspondent bien sûr à des médicaments qui sont préparés sur prescription médicale, mais cette fois-ci hospitalière, à l'avance, soit elles sont préparées à l'avance ou extemporanément, dans le cas bien sûr où il n'existe pas de spécialité pharmaceutique disponible pour telle ou telle pathologie. Les médicaments présentent plusieurs types de dénominations. Nous distinguons la dénomination scientifique ou chimique, elle est un peu complexe, et elle répond à la nomenclature internationale. On peut donner le cas, par exemple, de l'acide acétylsalicylique. On a également la dénomination commune internationale connue sous le nom de DCI. En fait, pour chaque principal actif, on lui donne une DCI adéquate et elle est connue, bien sûr, au niveau international et elle a la même appellation dans tous les pays du monde. Et c'est une proposition de l'Organisation mondiale de la santé. L'acide acétylsalicylique, on lui donne la DCI aspirine. On a également la dénomination commerciale spécialité pharmaceutique. Cette dernière, c'est le nom de marque qui est déposé par le fabricant ou par la firme qui va commencer à vendre ce médicament. Comment on produit un médicament? En fait, un médicament, c'est quoi? Un médicament, il est constitué d'un ou plusieurs excipients et du principe actif. Un excipient plus le principe actif donne la forme pharmaceutique ou galénique. Et cette forme galénique ou pharmaceutique, lorsqu'on la met dans son conditionnement secondaire, elle nous donne le médicament qu'on vend en pharmacie. Cette forme pharmaceutique, appelée également galénique, elle est composée, comme on a vu tout à l'heure, du principe actif et des excipients, d'un ou plusieurs excipients. Le principe actif, en fait, c'est lui qui exerce une activité pharmacologique. Tandis que l'excipient, lui, il n'a aucune action pharmacologique, mais il a plusieurs fonctions. Chaque excipient a une fonction bien déterminée qui lui est propre. C'est-à-dire, on a des excipients utilisés comme colorants, ils donnent la couleur au médicament, soit un excipient comme aromatisant, il donne l'arôme, c'est-à-dire lorsque le principe actif il a
une odeur ou un goût désagréable. Également des agrégants. Les agrégants, c'est-à-dire, sont des excipients qui assurent la cohésion d'un mélange de poudre et donc qui permettent de réaliser des comprimés après compression pour faciliter la compression de ces granules. Des émulsifiants et j'en passe. Revenons au principe actif. Le principe actif peut avoir différentes origines. Origine végétale, origine animale, origine microbiologique, ou bien résultant de la biotechnologie, une origine minérale, synthétique, qu'elle soit produite par synthèse totale ou par hémisynthèse. L'origine végétale, bien sûr, on peut l'extraire à partir de la plante en entière, on peut utiliser juste une partie de la plante, celle qui nous intéresse, ou bien à partir de préparations, des préparations issues de plantes, par exemple, qui résultent d'une décoction, d'une infusion, d'une macération, des liqueurs, des teintures. L'origine animale, bien sûr, cette origine animale, c'est le cas en fait des hormones. On les extrait, par exemple, les hormones telles que l'insuline. Les enzymes, on extrait des enzymes telles que l'alpha-amylase. Les extraits de sang humain fibrinogènes. L'origine microbiologique est issue, bien sûr, en fait, de l'évolution de cette biotechnologie moderne. C'est le cas, en fait, du principe actif qui est obtenu à partir de micro-organismes, ou bien tels que les champignons, les levures de bière, où on peut utiliser des bactéries, des virus tués ou atténués, c'est le cas bien sûr de la fabrication des vaccins. Par exemple, également à partir des micro-organismes, nous citons le cas de la pénicilline qui a été extraite à partir du pénicillium, qui est un champignon inférieur. L'origine minérale, nous citons le bicarbonate de sodium qui est utilisé pour neutraliser l'acidité gastrique. Le sulfate de cuivre ou de zinc utilisé comme pour ses bienfaits antiseptiques. L'origine synthétique, on a soit une origine soit par hémisynthèse ou par synthèse totale. Et la majorité, je dis bien la majorité des médicaments modernes actuellement sont d'origine synthétique. Je tiens à préciser que l'origine hémisynthétique, c'est d'abord, elle était une origine naturelle qui a subi des transformations. On va procéder à l'étude du développement d'un médicament. En fait, un médicament, le développement de tout nouveau médicament, c'est un long processus qui est non seulement très lent, il peut durer plusieurs années, on peut aller jusqu'à 20 ans, comme on peut voir sur cette frise, mais également il est très coûteux. Il coûte très cher au laboratoire qui l'a découvert. Parce que sur 10 millions de molécules au départ, on réalise différents tests et de recherche et de développement pour finalement nous donner une seule molécule qui sera bien sûr utilisée en fin de processus et qui sera commercialisée pour ses effets pharmacologiques désirés. Sur cette molécule ou bien sur ce principe actif qui a été mis en place, il va subir plusieurs types d'essais ou bien de tests, aussi bien précliniques que cliniques. Des essais bien sûr précliniques qui sont réalisés sur un modèle non humain, animal, et bien sûr des essais cliniques réalisés sur l'homme. Et les essais cliniques, bien sûr, sont subdivisés en 4 phases. La phase 1, 2, 3 de l'essai clinique, ils sont réalisés sur l'homme, mais avant la mise sur le marché et la commercialisation du produit. Alors que la phase 4, qui est la phase terminale, c'est une phase qui est réalisée sur l'homme, mais après l'autorisation de mise sur le marché et après commercialisation en fait, du médicament,
dans un but de suivi et de pharmacovigilance. Les différentes phases de recherche et de développement, en fait, la première chose à faire, c'est de savoir comment on a découvert les nouvelles molécules, de différentes manières. On découvre une molécule soit par hasard. C'est le cas, par exemple, de la pénicilline. En 1928, Fleming a découvert l'activité antibiotique de la pénicilline in vitro sur le pénicillium. Ou bien une découverte à partir de données très empiriques. Par exemple, c'est le cas de l'aspirine. Comment on l'a découvert? Tout simplement sur les feuilles de saule en décoction. Ces feuilles de saule en décoction, ils étaient utilisés par les Sumériens comme antidouleurs 5000 ans avant Jésus-Christ. Et ils se sont basés sur les effets de cette plante contre la douleur pour mettre en place la molécule de l'aspirine. Ou bien on peut découvrir également, bien sûr, une nouvelle molécule à partir des différentes connaissances que nous avons sur les processus physiologiques de notre organisme. C'est le cas, en fait, du système rénine-angiotensine-aldostérone, où l'enzyme clé de ce système rénine-angiotensine, c'est en fait l'enzyme de conversion. Et donc, ils ont en fait, en étudiant cette physiologie, ils ont mis en place un médicament antihypertenseur qui visait à diminuer la tension artérielle qu'on appelait les inhibiteurs de l'enzyme de conversion. C'est un inhibiteur qui vient bloquer l'enzyme de conversion et empêcher la tension artérielle d'augmenter. On peut également découvrir de nouvelles molécules par le processus de criblage ou de screening. C'est une sélection, il permet de sélectionner de nouvelles molécules à partir bien sûr de plusieurs principes actifs dont on ignore les propriétés pharmacologiques, bien entendu, mais dont on désire rechercher quelques bienfaits. Les études précliniques, comme on a dit tout à l'heure en début, qu'il y avait deux types d'essais qui étaient effectués sur ces molécules nouvellement découvertes. Des essais précliniques et des essais cliniques. L'étude en fait préclinique, ce développement préclinique, il consiste à évaluer in vivo, mais cette fois-ci dans des systèmes vivants, mais qui ne sont pas humains, c'est-à-dire sur un modèle animal, soit sur l'animal en entier, soit sur un organe isolé, ou bien sur une culture cellulaire. Le but essentiel, au cours de ce développement préclinique, bien sûr, plusieurs études vont être effectuées afin de qualifier le médicament en question, lui donner en fait une importance sur le plan pharmacologique, pharmacocinétique et également toxicologique. La pharmacologie expérimentale, c'est quoi? La pharmacologie expérimentale, elle permet de sélectionner des molécules qui présentent une certaine activité pharmacodynamique, déjà connue. Le modèle utilisé en pharmacologie expérimentale, tout simplement, il s'agit d'un modèle animal. Comme on a dit tout à l'heure, soit l'animal en entier, qu'il soit bien sûr un rongeur, rat, souris, etc. ou bien un autre animal non rongeur, les lapins, nous avons sur le chien, les singes, etc. Ou bien un organe isolé ou une culture cellulaire. La réponse biologique en pharmacologie expérimentale, il faudrait la définir. Il existe deux types de réponses biologiques. La réponse soit qualitative ou quantitative. La réponse qualitative, c'est l'effet du tout ou rien. Prenons l'exemple, par exemple, d'un lot de souris. Chez ces lots de souris, on va leur injecter une substance proconvulsivante qui entraîne les convulsions, comme l'épilepsie. Et on va observer si ces souris vont présenter les convulsions ou ne pas les présenter. C'est l'effet du tout ou rien. Soit ils le présentent, soit ils ne le présentent pas.
La réponse quantitative, bien sûr qui dit quantitative, dit réponse mesurable. On la mesure en durée et en intensité. On peut également évaluer quantitativement l'activité dynamique. Par quoi? Par la détermination de la DE séquente. C'est quoi la DE séquente? Par définition, c'est la dose. C'est la dose qui va inhiber l'apparition de 50% des symptômes de la pathologie expérimentale qui est induite chez l'animal de laboratoire. Comment on réalise ces DE séquentes? On commence d'abord en première étape par induire la pathologie en question dont on désire déterminer l'efficacité du médicament sur cette dernière. On l'induit chez le lot de souris ou bien de rongeurs dont on désire faire l'expérimentation. Après, on administre la substance médicamenteuse à l'animal. C'est la substance médicamenteuse dont on désire tester l'efficacité sur cette pathologie, bien entendu. Par la suite, on va mesurer le symptôme caractéristique de la pathologie induite et on va mesurer le pourcentage d'inhibition de ce symptôme par rapport à un lot témoin. On a deux lots. On a un lot essai sur lequel on a induit la pathologie et on a administré la substance médicamenteuse et un lot témoin pour simple comparaison. Et sur ces lots, en fait, essai, on va administrer plusieurs doses croissantes de cette substance médicamenteuse. Une dose D1, D2, D3, D4, etc. mais d'une manière croissante. Et le pourcentage d'inhibition, c'est en fait l'intensité moyenne du symptôme dans le lot essai. C'est l'intensité moyenne du symptôme dans le lot témoin, moins l'intensité moyenne du symptôme dans le lot essai, le tout multiplié par 100, qu'on va diviser par l'intensité moyenne du symptôme dans le lot témoin. C'est quoi la toxicologie expérimentale? On étudie une toxicologie, bien sûr, expérimentale pour évaluer ou établir quels sont les organes qui sont touchés par cette toxicologie. Et bien sûr, déterminer les doses toxiques de ce fameux médicament candidat pour un organisme vivant. On réalise à ce niveau-là deux types d'essais. Des essais prérequis et des essais post-requis. Les essais prérequis, ce sont des essais réalisés sur l'animal d'abord. On en distingue trois. Soit pour évaluer la toxicité aiguë, la toxicité subaiguë, et ce sont des essais de mutagénèse. C'est quoi la toxicité aiguë? La toxicité aiguë, eh bien, tout simplement, ce sont des essais de toxicité après administration unique d'une seule dose. On administre une seule dose et on vérifie quelle est la toxicité qui va être provoquée par cette dose unique. Et là, on détermine la dose létale séquente. C'est quoi la dose létale séquente? La dose létale séquente, c'est une estimation statistique d'une dose unique qui est normalement capable de tuer la moitié des animaux qui sont mis en expérience dans une même espèce animale. On a également la toxicité subaiguë. La toxicité subaiguë, ce sont des essais de toxicité, mais cette fois-ci par administration répétée, mais à court terme. Cette fois-ci, on peut opérer sur deux espèces de mammifères différents. L'un est rongeur, généralement le rat, la souris, et l'autre un non-rongeur, chez le chien par exemple. Et puis, on utilise trois niveaux de dose utilisés, soit une dose forte, une dose faible et une dose intermédiaire. C'est quoi la dose forte? La dose forte, c'est elle qui va faire apparaître les symptômes de toxicité, mais insuffisante pour tuer l'animal. La dose faible, c'est une dose qui n'a pas d'effet toxique, mais qui produit l'effet pharmacodynamique voulu. Tandis que la dose intermédiaire, c'est la moyenne géométrique des doses précédentes, des deux doses précédentes, dose forte et dose faible.
Cette administration, comme on a dit, elle est répétée, journalière, et c'est-à-dire une ou plusieurs administrations par jour pendant, par exemple, 2 semaines, courte durée. L'étude de l'essai de mutagénèse. C'est quoi les essais de mutagénèse? Comme on sait, mutagénèse vient de mutation. Mutation, c'est quoi? Elle correspond à une modification brusque, rapide, permanente, durable, irréversible, transmissible d'une génération à l'autre, c'est-à-dire que cette mutation, elle a lieu au sein même du génotype, du génome de l'animal. Il y a eu des modifications au niveau des gènes, donc elle est irréversible, et elle se transmet d'une génération à l'autre. Et quand on étudie le pouvoir mutagène, cette étude a pour objet de révéler les modifications occasionnées par cette substance médicamenteuse d'une génération à l'autre. Les essais post-requis. Ces essais post-requis, parmi ces essais, nous distinguons la toxicité chronique, les essais de cancérogénèse et les essais de tératogénèse. Les essais de la toxicité chronique, qui dit toxicité chronique, dit des essais de la toxicité répétés à long terme sur un modèle animal, soit rongeur ou non rongeur tel que le rat, et cette toxicité chronique qui dit chronique, c'est-à-dire à long terme, 2 ans, évaluée pour une période de 2 ans chez le rat, et évaluée pour une période de 7 ans ou plus chez le non-rongeur tel que le chien ou le singe. À quoi va servir ces essais de toxicité chronique? À compléter bien sûr les informations sur la toxicité préexistante du produit et déterminer les organes ciblés par cette toxicité, évaluer les altérations fonctionnelles et anatomopathologiques sur cet organe et mettre en évidence les effets réversibles et non réversibles de cette toxicité. C'est quoi les essais de cancérogénèse? Les essais de cancérogénèse, c'est des essais qui en fait permettent de déterminer si ce produit risque d'entraîner le cancer chez l'animal ou chez l'homme. Les essais de tératogénèse, ce sont les essais en fait qui permettent d'étudier l'impact du médicament sur la fertilité, sur bien sûr la fécondité, l'embryogénèse, et voir s'il n'y a pas risque de toxicité prénatale ou postnatale. Là, nous avons étudié les essais précliniques. Maintenant, nous allons aborder le deuxième volet des essais effectués sur le futur médicament. Ce sont les essais cliniques. C'est quoi par définition un essai clinique? Un essai clinique, c'est toute étude ou investigation qui est menée sur des sujets cette fois-ci humains, sur l'homme, qu'il soit malade ou sain, aussi bien en milieu hospitalier qu'en milieu ambulatoire. Et ces essais ou études englobent non seulement les essais à but thérapeutique, mais également des essais à but de diagnostic. Et c'est quoi un essai thérapeutique? Un essai thérapeutique, c'est une méthode qui vise à préciser, bien sûr, sur une population sélectionnée bien précise, les effets d'un médicament sur une certaine maladie bien déterminée. L'intérêt des essais cliniques. L'intérêt essentiel de la réalisation des essais cliniques, c'est de déterminer d'abord l'efficacité thérapeutique, la sécurité d'emploi du médicament et la tolérance, bien sûr, la détermination, l'identification de toutes les réactions indésirables et contre-indications, la détermination des paramètres pharmacocinétiques, c'est-à-dire les modalités d'absorption, de distribution, de diffusion dans l'organisme, dans les différents organes, d'élimination, si bien une élimination fécale, une élimination biliaire, une élimination urinaire. Évaluer également le mécanisme d'action avant, bien sûr, après la mise sur le marché. Et ces essais cliniques, en fait,
des médicaments, il comporte normalement 4 phases. Les essais de phase 1, 2, 3, bien sûr réalisés sur l'humain, tout simplement, doivent être réalisés cette fois-ci avant la commercialisation du médicament. Et ils constituent, bien sûr, le dossier pour l'obtention de l'AMM, l'autorisation de mise sur le marché. Tandis que l'essai de phase 4, il est réalisé à ce niveau-là sur l'humain, mais après commercialisation et la mise sur le marché. Les essais cliniques de phase 1, ils permettent l'étude de la première administration chez l'homme et étudier principalement la tolérance de ce médicament par l'homme. Les objectifs principaux de cet essai clinique de la phase 1, ils permettent essentiellement d'étudier la tolérance clinique et biologique du médicament et de déterminer la dose maximale tolérée par l'homme. Il faut déterminer la dose maximale que l'homme peut tolérer, qui n'entraîne pas, bien sûr, de toxicité. Étudier les propriétés pharmacodynamiques, mécanismes d'action du médicament, à l'aide de certaines méthodes qui ne sont pas invasives. Et, si possible, déterminer également la dose minimale active. Étudier la pharmacocinétique et le devenir du médicament, bien sûr, dans l'organisme, soit après administration intraveineuse ou orale. Ça, ce sont les différentes voies d'administration. Mais au cours de cette phase 1, bien sûr, de l'essai clinique, elle est réalisée sur un modèle humain, bien sûr, sur l'homme. Mais cette fois-ci, sur un homme sain. Quels sont les critères d'inclusion et d'exclusion de cette étude thérapeutique ou de cet essai thérapeutique? Les critères d'inclusion sont, nous devons choisir des volontaires sains. Comment choisir un volontaire sain? Qui n'est pas malade. C'est-à-dire, après réalisation de plusieurs examens, aussi bien cliniques que biologiques. Clinique par, bien sûr, un médecin, réalisé par un médecin, qui va déterminer, en fait, par un simple questionnaire, bien sûr, les différents antécédents, s'il y a présence d'hypertension, en fait, la détermination de l'ECG, l'électrocardiogramme, de l'écho-doppler, bien sûr, également la prise de la tension artérielle, donc des paramètres qui sont cliniques pour voir si la personne est normale, et le bilan biologique en dosant différents paramètres biochimiques afin de déterminer les fonctions de différents organes de l'organisme, telles que les fonctions hépatiques, les fonctions rénales, la fonction cardiaque, et j'en passe. Ça, c'est un autre domaine, un autre volet de la biochimie que je ne traiterai pas à ce niveau-là. Également, parmi les critères d'inclusion, on a l'âge, le sexe et le poids. Les critères d'exclusion des sujets, on exclut tous les sujets qui ont des antécédents, un antécédent médical ou chirurgical, s'il a subi une chirurgie au préalable, s'il a une maladie, des sujets ayant manifesté également des réactions allergiques ou des maladies évolutives telles que les maladies cardiovasculaires, hépatiques, rénales, digestives et autres. On a exclu également les sujets obèses, les alcooliques, les fumeurs, les femmes enceintes ou en période de procréation, et les malades mentaux. La phase 2 des essais cliniques, elle permet l'étude de l'efficacité, cette fois-ci pharmacologique, du médicament en question. Elle est réalisée sur l'homme, parce que c'est un essai clinique, mais cette fois-ci, avant l'autorisation de mise sur le marché, mais cette fois-ci, sur un homme malade et non pas sain, comme ce qui est fait au cours de la phase 1. Il s'agit également des premières administrations chez des sujets atteints de pathologies ciblées et particulières. Le but essentiel, c'est d'augmenter les connaissances sur les effets pharmacologiques chez le malade et de déterminer la posologie et la dose à administrer.
Donc, l'objectif principal des essais cliniques de la phase 2, c'est de mettre en évidence un ou plusieurs effets thérapeutiques, déterminer la relation dose-effet si c'est possible, déterminer là où les posologies, les effets indésirables à court terme et évaluer les caractéristiques pharmacocinétiques du produit chez le malade. Les essais cliniques de la phase 3, elle permet d'étudier l'efficacité cette fois-ci thérapeutique, mais également chez des sujets malades, mais comparative, en comparant l'efficacité de ce nouveau médicament avec l'efficacité d'un autre médicament de la même classe thérapeutique. Par exemple, anti-hypertenseur avec un autre anti-hypertenseur. C'est une comparaison. Et elle permet essentiellement, parmi les objectifs essentiels, c'est de confirmer les résultats obtenus en phase 2. Mais cette fois-ci, dans une grande population de malades. Évaluer le rapport bénéfice-risque, mais cette fois-ci en comparant un placebo ou un produit de référence. Un placebo, c'est quoi? C'est un médicament qui n'a pas d'efficacité. Et un produit de référence, le produit de référence, par exemple, comme on a cité tout à l'heure, le cas des antihypertenseurs, comparé par rapport à un autre antihypertenseur, pour voir l'efficacité de celui qu'on est en train de vérifier. Rechercher les effets indésirables à large échelle et déterminer les conditions optimales de prise du médicament, la durée du traitement, les modalités d'arrêt, les conditions de surveillance, et j'en passe. Quelles sont les caractéristiques essentielles d'un essai clinique en phase 3? C'est le dernier essai clinique avant l'autorisation de mise sur le marché. C'est un essai en situation réelle, sur l'homme. Et c'est un essai également contrôlé, comparatif par rapport à un placebo et un médicament de référence. Et il est réalisé sur un nombre important de malades. Il est réalisé au niveau de plusieurs centres, aussi bien dans le même pays qu'en dans plusieurs pays dans le monde. C'est ce qu'on appelle par essai multicentrique, réalisé sur plusieurs centres, plusieurs hôpitaux. Et la durée est importante, elle va de 1 à 3 ans en plus. Les essais cliniques de la phase 4, qu'on appelle également post-marketing, après l'autorisation de mise sur le marché et la commercialisation du médicament. Les objectifs principaux sont d'évaluer les effets indésirables à large échelle, mieux cerner l'efficacité thérapeutique et la tolérance dans les conditions habituelles d'utilisation, et préciser le maniement du médicament selon les terrains particuliers, le sujet âgé, affiner la posologie et essayer de comprendre le mécanisme d'action de ce nouveau médicament. Merci d'avoir suivi cette courte vidéo. À la prochaine.